Bonjour, Madame le Premier Conseiller, chers amis, et soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, vous savez bien, la période du Ramadan, d'accord, mais aussi, et aujourd'hui, le sujet de la conférence, c'est l'occupation d'Istanbul entre 1920 et 1922. Sur cette période, en Turquie, il n'y a pratiquement pas de livres, sauf et il y a eu, il y a 2 ans, une exposition visuelle avec les photos, mais nous n'avions pratiquement pas de documents. Ce livre, qui est un livre collectif, dirigé par notre ami Frédéric Hitzel et Timur Muhittin, avec des articles spécialisés. J'ai feuilleté, je n'ai pas eu le temps de tout lire, et c'est un livre très intéressant pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, parce que et le livre place bien ce qui se passe entre 1920 et 1922, mais avant, on va aux causes de la Première Guerre mondiale d'une part, et d'autre part, il situe en fin de compte, dans cette péripétie, à la fin de la Première Guerre mondiale, comme les empires s'écroulaient, et en fin de compte, la destruction de l'Empire ottoman. Ça, c'est une partie de la chose politique, disons, et militaire. Mais, ce qui fait un petit peu une différence, ce livre, pendant cette période, il y a une confusion des civilisations superposées. Et il y a une activité intellectuelle très importante et culturelle, avec des expositions, des concerts. Pourquoi? Il y a d'une part les minorités qui vivaient sous l'Empire ottoman et ils se libèrent en quelque sorte, et surtout avec l'arrivée des Grecs, des Italiens, des Français, des Anglais, et surtout avec la révolution russe, l'arrivée des Russes blancs qui se fuyaient donc du bolchevisme. Donc c'est vraiment un moment extraordinaire de la superposition de toutes ces cultures. Et là, dans ce livre, c'est très bien décrit. J'ai lu certains de ces articles et surtout les auteurs, c'est d'une grande qualité. Et puis, je félicite les 2 coordinateurs qui ont écrit aussi des articles excessivement fournis et intéressants. Et là, donc, je ne vais pas prolonger mon discours, je vais leur laisser la parole qui vont vous expliquer, mieux expliquer le livre que moi-même. Merci de votre attention. Au Centre culturel Anatolie, un espace que nous apprécions particulièrement. Alors, brièvement, vous avez remarqué, pour ceux d'entre vous qui ont déjà pris le livre entre les mains, que c'est un ouvrage un peu lourd, hein, 800 grammes, plus de 800 grammes, 560 pages, 18 contributions. Effectivement, sur le sujet, il y avait très peu de choses. Donc, c'est un projet qu'on a lancé en 2019, juste avant le Covid. Donc, il a pris un peu de temps parce que on espérait d'ailleurs le sortir en 2023. L'occasion, c'était une priorité pour notre éditeur. En tout cas, voilà, le résultat est là. Surtout qu'entre-temps, ça nous a permis de mûrir, de davantage développer le projet, notamment outre les 18 contributions qui sont collectives. On sollicite des contributions, mais certains nous les promettent et nous les donnent, d'autres nous les promettent, ne les donnent jamais. Donc il fallait parfois combler avec des thématiques, que ce soit notamment sur les femmes, à la période de l'occupation, ou que ce soit l'occupation, l'arrivée des Russes blancs. Conflit à partir de 1911, à partir du conflit avec l'Italie en Tripoli. C'est vrai qu'après, elles enchaînent 2 guerres balkaniques et après la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a quand même commencé la chronologie très importante qui se trouve au début de ce livre. Pourquoi aux côtés des Allemands, hein, et donc ils vont partager malheureusement pour l'Empire ottoman la défaite, en l'occurrence française, anglaise et italienne à Istanbul même. Donc voilà. Donc notre ouvrage se concentre surtout sur la capitale ottomane, hein, de ce qui reste encore la capitale plus pour très longtemps, puisque vous savez qu'en 1923, c'est Ankara qui va devenir la nouvelle
capitale de la nouvelle République de Turquie. Et donc voilà, résumer un peu ce livre, en tout cas dans sa forme extérieure. Maintenant, si je ne sais pas comment on va procéder, comme ça. Voilà, on va passer de l'un à l'autre. Alors bon, Frédéric a un regard d'historien, c'est sa spécialité. Moi, j'étais très intéressé par cette période parce qu'effectivement, c'est une révolution culturelle à la fin de l'Empire ottoman, révolution culturelle, comme le Dr Unger l'a expliqué, parce que les minorités qui sont là reprennent, j'ai envie de dire, du poil de la bête, puisqu'ils sont protégés par la présence étrangère. Donc, on publie plus, il y a plus de théâtre, il y a du cinéma, etc. Il y a 2 articles sur la peinture, les expositions de peinture se multiplient. Et ensuite, évidemment, l'arrivée des Russes, c'est encore autre chose. C'est une deuxième révolution culturelle parce qu'ils apportent une modernité assez différente des habitants turcs ou minoritaires de l'Empire ottoman. Ils apportent vraiment une autre vision des beaux-arts, de la littérature, de la pensée. Il y a par exemple le théosophe Gurdjieff, une espèce de mage, un illuminé très connu par la suite, qui s'installe en France, et qui sera là et qui mettra en place des cours de yoga, des cours de méditation transcendantale, enfin tout ça c'est vrai que la période est fascinante parce que vous avez à la fois des choses très classiques qu'on connaît, c'est-à-dire les restes de l'Empire, c'est ça. Il y a la montée des kémalistes, en fait, des partisans, des insurgés de l'Anatolie, si on veut le dire autrement, qu'on trouve dans toutes les classes sociales et en particulier chez les artistes, chez les journalistes. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la presse parce que je trouvais que c'était vraiment un domaine très solidaire après la révolution jeune turque, dans quelques mois. Et puis, il y a cette période-là où vraiment le dessin, la satire, enfin les plus grands noms du dessin turc, il y a Sedat Sinan, qu'au fond, la censure ne marche pas très bien. Bien qu'il y ait plusieurs censures, mais ça on va peut-être en reparler de la censure, c'est un grand sujet pour la période. Là on résume rapidement, mais ce qui fait que le Parlement, à la fin de l'année 1919, vous avez le Parlement qui va prendre fait des causes pour le mouvement national qui est en train de se mettre en place, et c'est ce qui explique qu'à partir du 16 mars 1920, il va y avoir un tour de vis de la part des Anglais, un tour de vis très dur. Et là, si vous voulez, l'occupation va être beaucoup plus difficile. Qui a provoqué son arrestation, il s'est échappé, il a été condamné à mort par une journée de honte pour nous, et il compare, c'est un texte très intéressant, parce qu'il compare cette intrusion étrangère, on va dire, à l'entrée des épiques. Voilà, il y a des textes comme ça. Je ne suis pas sûr que ces textes soient toujours très connus. C'est sûr, parce qu'on aurait voulu en faire plus. Et surtout, on n'a pas énormément de témoignages du vécu sur place. Et on a dû pratiquement prendre un roman de théorie. Par exemple, il y a ça, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a eu avant aussi. C'est une période que les séries utilisent pour parler de l'Empire ottoman. Il faut que j'y réfléchisse. De l'occupation d'Istanbul. Il y avait un général qui était là. Est-ce qu'il est vivant? Je n'ai pas eu ces nouvelles. C'est pas notre ami Bruno Elie? Oui. Non, je crois que Bruno Elie, qui avait. Il est vivant, oui. C'est un vieux monsieur, mais en tout cas, en tant que trésorier du comité France-Turquie, quand il m'a envoyé sa cotisation chaque année, donc je sais qu'il est vivant. C'est bon signe. Même si on ne le voit pas très souvent, effectivement. Y a-t-il des questions? Du sultan, juste avant la guerre, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait des critiques, de l'humour, etc. Est-ce que tu en parles dans... Non. Non, oui, tu as raison. Ils ont droit dans le Coran à 4 femmes. C'est un personnage très intéressant, peintre, où il s'est exilé à Nice, où il est resté pendant 14 ans. Je me demande s'il n'a pas rencontré Matisse d'ailleurs. Mais si, il y a un très beau livre de Matisse, un très beau tableau. Kemal Atatürk, avant, bien sûr, il ne s'appelait pas Atatürk. Mais quand il était Mustafa Kemal, l'armada de pays impérialistes, il était à Istanbul. Et tout autour de lui, les gens n'étaient pas contents. Et qu'est-ce qu'il a dit? Geldikleri gibi gidecekler. Ils vont repartir comme ils sont arrivés. Première réaction, c'est très important.
Peut-être il n'y a rien de ce côté-là dans le livre. Deuxièmement, quand il est passé à Samsun après 1919, et quand il y a une décision de l'Assemblée nationale à Istanbul, il était contre. Il dit que sous occupation pays impérialiste, on ne peut pas se réunir une Assemblée nationale à Istanbul. Bien sûr qu'ils ne sont même pas écoutés, mais comme vous avez dit, les Anglais, il a écrasé cette française et britannique concernant cette période d'occupation. Parce que vous semblez dire qu'il n'y avait pas grand-chose en France sur cette question, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'archives militaires à Vincennes ou ailleurs, etc. Donc ça m'étonne un peu qu'il n'y ait rien là-dessus, à moins qu'il y ait des choses qui ne sont pas visibles, Pierre Loti, peu de temps avant sa mort, puisque Pierre Loti meurt au moment de la libération d'Istanbul. C'est ça qui est... Voilà, il meurt en 23. Il meurt en 23 au moment de la libération. Qui n'étaient pas forcément opposés aux occupants et ceux qui étaient un peu plus résistants. Parce que vous savez, il y a un peu cet idéal résistant dans l'histoire turque. Donc je voulais savoir si c'était retranscrit dans votre livre, ces divergences dans l'opinion publique. Parce que c'est assez rare de trouver des ouvrages qui le mentionnent. Savoir vraiment ce que les Turcs pensaient à ce moment-là, quoi. On peut continuer, on peut applaudir quand même. J'ai trois informations importantes à vous annoncer. Premièrement, la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, il y a une exposition venant de Turquie d'une jeune femme, pas uniquement la peinture, mais en même temps, il y a de la broderie et peinture en même temps. C'est un peu assez particulier sur le même cadre. Et deuxièmement, le samedi 15, dans les salons du 9e arrondissement, de la mairie du 9e arrondissement, nous, les Lyonnais, les Lions Club du 9e, organisent le salon des saveurs. Il y a à la fois des alcools de toutes sortes et surtout des saveurs. Ceux qui veulent garnir leur cave, c'est une bonne occasion. Deuxièmement, c'est important pour remonter le moral. Ça dépend, les vins de Bordeaux riches et tannins, ça peut augmenter le bon cholestérol. Il y a une note quand même médicale. Troisièmement, ceux qui n'ont pas encore payé leur cotisation 2025, ils peuvent payer. Merci beaucoup de votre attention. On va continuer les discussions autour d'un verre. Oui. Merci encore de votre présence. J'avais un petit élément à vous ajouter. Je vais projeter tout à l'heure Teşekkürler. Çok güzel, çok ilginç.